I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Tu sais qu'il y a il y a des gens dans le milieu du MMA, et je donnerai pas les noms, qui essaient de copier sur mon capital capillaire. Ah ouais? En faisant des petits passages dans les pays de... Dans les pays kurdes de Turquie. Crousty. Crousty bat, Nico. Des petits croustis. Des petits croustis par-ci par-là. Dédicace s'il se reconnaît. Welcome to the AB Show de nouveau avec Nicolas Haute, l'homme qu'on appelle aussi Smart Fight, préparateur, nutritionniste et j'en passe. Comment il va mon gars? Ça va mon Boulox? Bah écoute, on s'était vu la dernière fois pour refaire une vidéo, ça a un petit peu capoté. Vous connaissez un petit peu les aléas du AB Show. La spéciale de Boulox. Mais ça va, le capotage. On commence à se professionnaliser. Bah écoute, on est là pour parler du main event qui aura lieu lors de l'UFC Paris, Spivak contre Cyril Gane, notre bon gamin français. N'oubliez pas de vous abonner quand même, un petit pouce, un petit commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Nico, Cyril Gane vs Spivak. Yes, Cyril Gane Spivak. J'ai envie de commencer fort, commencer vite et dire que le match de référence pour nous, pour Cyril Gane Spivak, c'est forcément Spivak contre Thomas Spinal. C'est le match pilier, c'est le match modèle, c'est le blueprint, comme ils disent en anglais, de la potentielle défaite ou en tout cas du potentiel game plan de Cyril Gane. On a un striker très mobile, Thomas Spinal, comme Cyril Gane. On a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de feintes. On a Spivak qui réagit à l'ensemble des feintes, il réagit. Et puis au bout d'un moment, Thomas Spinal, il le touche fort. Forcément, Spivak, il essaie de coller avec son judo. On sait que c'est sa grosse arme à lui, son judo. Et quand il essaie de coller, position de tête, position de hanche, il punit avec le genou fort. Je crois qu'il suit avec une frappe du poing et il le met TKO. Et ça, pour moi, c'est vraiment le blueprint parce que si on regarde Spivak, finalement, il a 3 défaites. Il a une seule défaite avant la décision. Non, il a 2 défaites avant la décision, mais Thomas Spinal, c'est celle qui est récente. Ensuite, il en a une... À son tout début de l'UFC contre Walt Harris. Exactement. Bravo, Boulox, pour la connaissance. Et il en a une par décision unanime. Mais finalement, si on regarde le match le plus proche de nous, sur lequel il fait une performance qui est pas comme elle devrait être, c'est ce match-là. Donc voilà, du côté de Cyril, le game plan adopté, je pense que c'est la stratégie qu'ils vont adopter. Ils vont mettre le pressing, ils vont mettre des feintes, beaucoup. Ils vont essayer de mettre de la distance. Je pense que c'est ce qu'ils ont travaillé avec Cyril Marais, le français champion du monde, champion de judo. Je ne sais pas s'il est champion du monde, mais champion de judo avec lequel ils ont travaillé. Peut-être, probablement, beaucoup de départ en position arrêtée sur des positions de judo pour travailler ce retrait de la hanche qui est clé si on ne veut pas prendre la forme d'Araigoshi envoyée par Spivak. Du côté de Spivak, ce qui est intéressant, c'est les adaptations qu'on a pu voir suite au combat contre Aspinall, contre Greg Hardy, contre Sakai et contre Derek Lewis. C'est-à-dire, premièrement, Spivak, il a quasiment que des victoires avant la limite. Je crois gros finisseur. Gros finisseur, il me semble que donc il a un palmarès de 16-3 et si je dis pas de bêtises, sur 16-3, voilà, il a que 2 victoires à la décision. Donc c'est-à-dire qu'il a 14 finishes. Sur ses derniers combats, c'est du finish au premier round et au deuxième round. Une fois qu'il a mis la main sur vous, qui vous emmène au sol, qui vous emmène dans les eaux profondes. Les eaux profondes, ouais. Il a un return to mat qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il est capable de vous conserver au sol à chaque fois que vous relevez, vous reprenez un slam. Et il l'a fait contre Greg Hardy. Greg Hardy, il est très, super lourd. Ouais, il a pris les 140 kg hors combat. Et c'est là où je me suis dit qu'il était vraiment puissant Spivak pour faire ça sans arrêt. Puissant, bien placé. Contre Derek Lewis, bas en termes de centre de gravité. Et pareil, il vole de la même façon sur l'Araigoshi. Donc on sait que c'est pas une question de poids et de force. On sait que Spivak, sa projection, il peut la placer absolument face à n'importe qui. Ça, c'est pas une question. À partir du moment où la hanche est bien placée, à partir du moment où il a saisi le bras au-dessus, très façon judo d'ailleurs, à partir du moment où il a saisi ça, il peut placer sa projection. Et on sait qu'au sol, il propose 3 choses. Un return to mat, on appelle ça, donc la capacité à réamener au sol à partir de la ceinture arrière. Un grand end-pound extrêmement violent et une soumission notamment en katagatame, en bras-tête, sur lequel il est super fort et il est de plus en plus solide. On a vu qu'il a fait une progression sur sa capacité à conserver au sol quand le mec était sur le dos. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'on ne veut pas aller au sol avec Spivak. On ne veut même pas aller
au contact avec Spivak, parce qu'il est d'un niveau de dangerosité qui est extrêmement impressionnant. La question, c'est est-ce que Cyril va adopter le game plan de Thomas Pinal? Pour moi, il va l'adopter. J'ai un petit peu peur. Pour toi, pas forcément. En fait, ça aurait été trop facile de dire qu'il va faire du toucher sans être touché. Pour moi, ça ne marche pas à un certain niveau. Maintenant, est-ce qu'il va faire la stratégie de Thomas Pinal? J'ai un petit peu peur parce que déjà, Thomas Pinal, il connaît les sports de prévention. Il est black belt depuis très très longtemps avant son arrivée à l'UFC. Il a fait de la lutte. Voilà, il est assez complet. On l'a vu sur son combat, notamment contre Volkov, les changements de niveau, les timings et tout. Maintenant, c'est vraiment un risque de faire ce que Thomas Pinal a fait quand tu n'as pas ce background-là. Tu vois, il y a un mot que tu utilises beaucoup, le Grinch. Malheureusement, je ne pense pas que Cyril a ce truc-là, tu vois, d'avoir les autres, enfin, d'avoir une grosse expérience en lutte pour se permettre d'aller clincher avec Spivak, parce que même s'il réussit à prendre un tail clinch, à bloquer sur le haut du corps, Spivak, il lui faut juste la tête, un overhook, un underhook, où il a les hanches vraiment puissantes. Et ça veut dire que ça risque de quand même tomber. La seule personne qui n'est pas tombée, c'est Thomas Pinal. Et Tibura aussi. Mais bon, après, Tibura, c'est un autre profil. Mais sinon, ils sont tous tombés. À partir du moment où il y a un contact, ils sont tous tombés. Et on sait qu'une fois qu'il met la main sur vous, Spivak, c'est compliqué. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu disais que son palmarès, c'est un gros finisseur. Une fois qu'il emmène au sol, c'est vraiment compliqué. Donc, je ne sais pas si ça va être une bonne stratégie pour Cyril d'aller chercher le tail clinch. Vraiment, Alors, moi, je pense, et mon analyse, c'est que Thomas Pinal n'a pas été chercher le tail clinch. Il est venu le contre, c'est vrai. Il est venu défendre. Et je pense que de l'expérience de Muay Thai de Cyril, et donc forcément, il y a toujours cette position de hanche en Muay, surtout au clinch, où tu recules la hanche, c'est facile à faire. C'est quelque chose que Cyril a. Ouais. Du travail qu'il a fait avec Cyril Marais, je pense qu'il est capable de faire ça. J'espère que j'écorche pas son nom à Cyril. Mes excuses si c'est le cas. Mais je pense qu'il est capable de faire ça. Maintenant, à quel moment il est capable de le faire? Et est-ce qu'on a vu Spivak sur ses derniers combats, il a arrêté d'essayer de parer les coups. Il est parti plus sur une stratégie de gros blocage, overhand. Et l'overhand lui permet soit de toucher, meilleur des cas, soit s'il ne touche pas, il lui permet d'avoir le contact type judo, comme si je venais saisir le col du judo derrière, et la projection. Et ça, c'est super malin, c'est super smart, c'est pas un danger parce qu'il n'a pas besoin de changer de niveau pour faire ça. Et ça pourrait être une stratégie qu'il pourrait utiliser, c'est-à-dire tout simplement pas trop réagir aux feintes, bloquer, être hermétique, envoyer le gros overhand et tenter la projection. Parce qu'en plus, quand on regarde bien son style à Spivak, il a un chain wrestling et c'est rare quand même chez les poids lourds. C'est soit il rentre en double leg pour monter en body lock, soit il rentre en body lock pour faire des balayages. Et mis à part les Uchimata, les projections de judo, il a énormément de balayages, tu vois. Donc moi je pense que la stratégie en tout cas à adopter pour Cyril, c'est vraiment d'être agressif, sans faire légèrement du in and out, mais vraiment en boxant en ligne. Parce que si il commence à mettre des coups circulaires, on sait que qu'il est vicieux, il va en profiter pour glisser les mains, rentrer des body locks. Donc pour moi, en fait, il va falloir un peu copier sur du Thomas Pinal, c'est-à-dire être très mobile, beaucoup feinter, beaucoup le menacer et le dissuader de rentrer. Mais dès lors où ça fixe, c'est à ce moment-là qu'il rentre Spivak. C'est ce qu'il a fait avec Thomas Pinal. Est-ce que tu ne penses pas que de ce qui s'est passé à son dernier combat contre John Jones, des critiques qu'il y a eu sur le in and out, et de son envie, qu'on a vu dans son interview sur La Sueur, dans laquelle il dit « Moi, j'ai envie de lui faire mal. J'ai envie de démontrer ma place. J'ai envie de... » Tu ne penses pas que dans cette démarche-là, le in and out, ça ne va pas forcément être un petit peu, mais est-ce que sur le curseur du in and out, de je suis mobile et je suis immobile, il ne va pas plus aller du côté où je suis en face, même avec des feintes et tout, et moins de in and out? Tu penses pas qu'on va découvrir un Cyril qui va plus à la guerre sur ce combat? C'est à double tranchant. C'est soit tu vas à la guerre, ça marche, et derrière Spivak qui réagit, donc il recule, il se fait acculer contre la cage et il est un petit peu craintif des coups. Ou soit tu vas à la guerre et lui aussi il met la marche avant et à ce moment-là il y a contact et là il y a danger. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, Sergei Spivak il m'a l'air un petit peu craintif. Après c'était son premier combat contre Walter Harris à l'UFC, il perd en moins d'une minute.
Walteris, il arrive, le combat il commence, il a contre la cage, il lui met une rafale une série en boxe anglaise, il monte les mains et l'arbitre il arrête le combat. Contre Thomas Minal, pareil, à chaque fois que Thomas Minal il feinte, tu vois qu'il réagit Spivak. Donc je me dis qu'il est quand même craintif des coups. Et il va falloir vraiment être menaçant, mais je ne sais pas si je pourrais dire mettre une marche avant, parce que comme je dis, c'est à double tranchant. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir en tout cas éviter un maximum de contacts. Après, tout à l'heure, tu parlais de John Jones. Quand tu es lutteur et que tu vois les failles de Cyril, je pense que tu as une grosse confiance en toi. Tu vois, tu dis que même si le mec il va te toucher, dès lors où tu auras posé les mains sur lui, tu sais que ça va tomber, tu vois. Donc ça veut dire faudrait voir dans quel état d'esprit il arrive Cyril et dans quel état il arrive aussi Spivak, parce que Spivak il a rien à perdre, il est 8ème du classement ou 7ème. Cyril il est ancien champion intérimaire, là actuellement il est 2ème. Donc tu sais, lui il arrive en gros, il a rien à perdre, tu vois. On peut se dire peut-être que les premières armes de dissuasion, le jab de Cyril, la puissance de ce jab, peut-être les sidekicks, les front kicks, vont ou non dissuader Spivak et vont configurer les places dans l'octogone. C'est-à-dire que si avec ses armes il arrive à le dissuader, effectivement, il va réussir à prendre le centre et puis ensuite ça va devenir de plus en plus facile pour lui. Si par contre, sur ces armes-là, on a une stratégie un petit peu à la John Jones, où John Jones il s'est dit, écoute, moi, je sais exactement ce que tu fais. Quand tu vas mettre jab, je vais sortir la tête, je vais mettre jab ici. Quand tu vas mettre le low kick extérieur, je vais faire ça. Je vais mettre le crochet. Quand tu vas mettre le low kick intérieur, je vais mettre le bras arrière. Si Spivak il est parti sur ce type de stratégie, et je ne sais pas exactement la relation actuelle entre Spivak et Daniel Warin, mais on peut imaginer que Daniel, qui a analysé Cyril, a donné quelques conseils aussi sur des stratégies à adopter en pied-point pour Spivak face à Cyril. C'est imaginable. Sachant que ce qu'a fait John Jones, il l'a très bien fait, mais c'est pas du travail, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est des stratégies basiques pour contrer le low kick intérieur, le low kick extérieur, les armes que Cyril allait proposer. On peut imaginer que Spivak, il vienne avec une stratégie où il dit ok, quand tu vas envoyer ça, je vais envoyer ça. Et quoi qu'il arrive, je vais pas reculer et je vais te cadrer. Et dès que je t'aurai suffisamment cadré, je vais essayer de mettre la main sur toi. C'est possible aussi. C'est pas, pour moi, hein, c'est pas le scénario que j'anticipe. C'est-à-dire que je vois beaucoup plus un scénario dans lequel Cyril arrive à faire du Thomas Spinal et Cyril s'est préparé à reculer la hanche suffisamment pour ne pas tomber sous les coups de Spivak et ne pas tomber sous les projections. Mais c'est imaginable, dans les 40% du scénario, si je dis 60% de chances de victoire pour Cyril et 40% pour Spivak, c'est imaginable dans les 40% que Spivak il ait travaillé là-dessus, il se soit inspiré de la même façon, il se soit inspiré de John Jones et qu'il se soit dit, écoute, c'est très simple, quand tu vas mettre tel coup, je vais avancer de telle façon. Il a peut-être fait tout le camp d'entraînement là-dessus, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et comme tout à l'heure, je parlais d'état d'esprit, parce que comme tu disais tout à l'heure dans son dernière interview de la sueur, d'ailleurs, c'était le seul interview depuis son combat contre John Jones. Il dit qu'il en veut, il dit qu'il a envie de lui faire mal. Maintenant, on ne sait pas dans quel état d'esprit il va rentrer là ce samedi. En fait, son avant-dernière défaite face à Ngannou, j'ai l'impression qu'elle l'a transformé. Pour rappel, lorsqu'il affronte, tu vois ça, à l'UFC Paris 1, il se blesse 3 semaines avant à la côte. J'ai assisté à ce moment-là en direct. Il fait quand même une masterclass. Franchement, je trouve que c'est sa meilleure performance en tout cas qu'il a fait au sein de l'UFC. Maintenant, la différence avec la défaite de John Jones, c'était que malheureusement, c'était un petit peu une humiliation. Il a fini assez rapidement. Derrière la vague d'indignation qu'il y a eu au niveau des supporters, entre guillemets, et lui-même, il a dit qu'en gros, voilà, tu vois que ça l'a quand même choqué. Ça l'a touché. Tu vois. Donc maintenant, est-ce que cette défaite va le transformer et voir, on va dire, un Cyril 2.0, ou est-ce que cette défaite va le bouffer tout simplement? Il va se dire, tu sais, dans certaines situations, comme je te disais à l'époque, j'avais parlé avec un combattant qui s'était pris un KO. Il m'avait dit que dans son combat d'après, à peine le combat il s'est engagé et que son adversaire a commencé à le toucher un petit peu, son cerveau s'est dit putain, ça recommence, tu vois. Donc il y a l'aspect psychologique où, à partir du moment où le gars il lui met les mains dessus, parce qu'on sait qu'il est très dangereux, comme on le dit depuis tout à l'heure, Spivak, tu vois, à ce moment-là, j'ai peur que ça puisse bloquer à ce moment-là psychologiquement. Ça, c'est une évidence qu'à ce niveau-là de pratique, il suffit que tu aies une microseconde de doute que tu n'avais pas avant et qu'il se dit, effectivement, comme il l'a répété, c'est à cause de mon bras arrière. Et que dans le combat, il pense à son bras arrière et que ça lui... Ouais. Idéalement, il faudrait que Cyril arrive dans ce combat en faisant table rase de son dernier combat et qu'il soit simplement le Cyril qui a toujours été. Et du coup, qu'il n'ait pas de perte de temps de réflexion, de réaction, etc. etc.
Et ça, c'est extrêmement dur à avoir. Hein. Mentalement, il faut avoir un détachement par rapport au combat qui est extrêmement important. Bullocks, moi, il y a un point. On a dit sur le striking, normalement, Cyril va dominer. Sur la partie lutte, normalement, Spivak va dominer. J'aimerais qu'on parle du cas où ça arrive au sol. Quelles sont pour toi les chances pour Cyril de se relever et de continuer à combattre? Est-ce qu'on peut assister à une guerre qui va dans les deux sens, c'est un back and force et ça va au sol et ça se relève et ça combat, etc. Ou est-ce que pour toi, si ça va au sol, c'est game over? En tout cas, je ne préfère pas que ça aille au sol. Parce qu'en plus, la lutte au sol, c'est deux compartiments en un, on va dire. Donc quand on mène au sol, il y a une continuité derrière. Et on a vu, hein, Spivak, c'est un gros finisseur. Que ce soit sur Ground and Pound, il cherche la soumission. Et même si ça se relève, il réussit à toujours à mettre la ceinture arrière et à refaire tomber autant de fois qu'il le faut. Non, je pense vraiment qu'il va falloir éviter d'aller au sol. Vraiment, il va falloir éviter d'aller au sol, Nico. Je sais pas Mais ce que toi si t'en jamais penses. il se retrouve au sol, quelles sont pour toi les chances qu'il sorte? Est-ce qu'on peut assister à un combat sur lequel ça strike, ça va au sol, ça restrike, ça va au sol? Ou est-ce que pour toi, au moment où ça va au sol, tu fais all-in, tu dis là c'est fini, moi je sais que c'est Spivak qui va gagner? Ouais, après, ça dépend des circonstances. J'avoue que tu me poses un petit peu une question piège, mais c'est vrai que si ça va au sol, non, c'est compliqué parce que même si Cyril essaie de se relever, forcément, il va donner le dos, comme on l'a eu par exemple avec John Jones. Arrête, tout dépend de la position, mais bon, t'es en poids lourd, t'as pas 36 000 solutions parfois pour essayer de te relever. Et à ce moment-là, on sait qu'il va capitaliser là-dessus, Sergei Spivak. C'est une évidence. Donc si ça va au sol, après, voilà, tout va dépendre de la position, mais C'est très dur. Si C'est- ça va c'est au dur. sol, il a son grand end pound puissant. Si tu es en dessous de ce grand end pound qu'il a évolué, il est passé de la croix à la montée, c'est très compliqué. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Si il essaye de se relever directement au centre de la cage, il donne le dos, faudrait réussir à batailler les mains, c'est très compliqué. Et Spivak est super bon là-dessus. Il a un return to mat, c'est-à-dire qu'il vous laisse vous relever, il vous ramène au sol, ça vous tue le cardio. Une fois qu'il vous a tué le cardio, il vous met le grand end pound. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement dangereux, personne ne s'en sort. Mais moi, et on en avait discuté, et on n'était pas forcément d'accord sur ce point-là, moi, ce que je disais, c'est qu'une stratégie qui est possible, et on sait que Cyril Gane, il travaille pas avec pas mal de... Finalement, il ne travaille pas avec énormément de lutteurs, et il travaille avec beaucoup de pratiquants de jiu-jitsu brésilien. Il travaille avec l'équipe d'Infinity, il travaille avec Reda, et donc c'est des gens qui savent recomposer la garde et faire des relevés à partir de recomposition de garde. Ça pourrait être une optique pour Cyril, selon le temps qui reste dans le round, disons qu'il se fait amener et qu'il reste peu de temps, ça pourrait être une optique soit de recomposer la garde et puis d'essayer de travailler de ça, ou de la demi-garde, ou aussi, on sait que Lopez aime bien le relevé de je viens de me faire emmener, je prends de la hauteur, je viens chercher la cage, et à partir de là, je travaille pour me relever à partir de la cage. Ce qui donne le dos, mais ce qui donne moins le dos que de se relever à partir du centre en quadrupédie. bah, c'est vrai que cette stratégie-là, elle marche dans pas mal de catégories, notamment Ibrahim Amani, il avait fait une masterclass face à Ashkanov lors de l'ARES l'an dernier. Maintenant, en poids lourd, c'est compliqué. Qui était dans son coin? J'étais dans son coin avec Zied. Merci. Et donc, non, honnêtement, non, ça va être compliqué. Après, là, je me base vraiment sur ce qu'on a vu dans ces combats. Lorsque Cyril se fait emmener au sol par John Jones, fin du game. Lorsqu'il se fait emmener au sol par Ngannou, fin du game aussi, tu vois. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas réellement vu Cyril, on va dire, faire des scrambles au sol. Arrêt, voilà, ça reste du MMA, donc c'est compliqué de faire du scramble au sol. Attention, après, la seule fois où il a réussi à contrer et emmener, c'était son tout premier combat à l'UFC. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, contre un black belt. Pesosa, il me semble. Une amenée au sol qui ressemblait un petit peu à une amenée de Moué. Il a accompagné l'amenée au sol. C'est ça. Et il a terminé en bras-tête. Donc, tu sais qu'il y a un truc que les gens oublient aussi, c'est que Cyril, mine de rien, il a 3 soumissions à son palmarès. Effectivement. Dans son tout premier combat au TKO, il met une guillotine. Dans son premier combat à l'UFC, il y a une sorte de sweep de Muay Thai. Il est contre une ceinture noire de JJB. Ouais, contre Rafael Pesosa. Exactement. Et il lui met un bras-tête, un katagatame, qui est la spécialité de Spivak. Et il le soumet là-dessus. Donc, ouais, et la troisième, c'est la clé de talon contre Dante Miles. Alors qu'à ce moment-là, il est à ses débuts.
Et donc voilà, c'est vrai que malheureusement, en fait, la dernière défaite, ça enterre beaucoup, ça entache beaucoup en fait sa carrière à Cyril. Alors qu'il a fait des masterclass, hein, honnêtement, il a marché sur ses adversaires. Et même quand on parlait de son premier combat là, par soumission, il affronte un gars qui a 10-0, il me semble. 7-0, ouais, Ouais, Adam. 7-0. Et regarde, c'est son dernier combat en fait. Et à ce moment-là, bon, moi qui suis dans le circuit depuis un petit moment, je le voyais, ce gars-là, il faisait des bonnes performances au Canada. Et depuis, Cyril, bah, voilà, t'en as plus entendu parler. Après, voilà, derrière, on sait comment il a marché sur le top 15. Et malheureusement, jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'à John Jones, il n'avait pas réellement affronté d'adversaire de lutteur, on va dire. Curtis Blade, il ne l'a pas croisé. La seule fois où il a croisé John Jones, qui est lutteur universitaire, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc c'est pour ça en fait que ça rajoute beaucoup de points d'interrogation. Et surtout qu'il s'est passé 6 mois depuis son dernier combat. C'est bien, mais c'est pas non plus quelque chose qui va te faire gratter 10 ans d'expérience. C'est sûr qu'en 6 mois, il peut pas rattraper l'expérience de Spivak en lutte, au sol, etc. Ouais. Malgré tout, peut-être qu'il peut nous montrer, peut-être qu'il a pas eu je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de s'exprimer à son plein potentiel contre John Jones et qu'il va être capable de nous montrer, que ce soit en lutte ou au sol, des choses différentes. Le game plan idéal, ce serait un game plan dans lequel il ne va pas dans la partie lutte, il ne va pas dans la partie sol. Mais si ça arrive, j'aimerais, et ce serait spectaculaire, et je serais heureux de voir que, bah, tu sais quoi, Cyril, il a tellement bien bossé la lutte qu'il est capable de sortir du truc, la défense de lutte, ou si jamais il va au sol, et ça, ce serait encore plus spectaculaire, je te rejoins là-dessus, je pense que c'est possible, mais c'est encore plus spectaculaire, qu'il arrive au sol, tout du moins à minimiser les dégâts, et une étape du sud, ce serait réussir à se relever. Mais on sait que c'est dangereux, on sait que c'est difficile, et on sait que Spivak, il est très agressif, et notamment très agressif sur le ground and pound. Une question qu'on peut se poser, et toi, tu es au MMA Factory, c'est est-ce que, on l'a vu travailler avec Cyril Marais, Ouais, le judoka. une question qu'on peut se poser, et ça, toi, tu es au MMA Factory, donc Ouais. peut-être que tu as la réponse à ça. On l'a vu travailler avec Cyril Marais. Cyril Marais, c'est un ancien judoka, donc on sait qu'il n'a pas pu travailler, il n'a pas pu développer un ground and pound. Le ground and pound, c'est une technique quand même très précise. Johnny Frachet, il appelle ça le ground boxing. C'est une forme de boxe au sol. Est-ce que, finalement, dans ses partenaires d'entraînement qu'il a au MMA Factory, est-ce qu'il a pu réellement travailler un ground and pound violent contre quelqu'un du type de gabarit de Spivak? Parce que le ground and pound, ça ne s'invente pas. Et c'est une partie, en tout cas, moi, du peu que j'ai vu sur les photos, les vidéos, sur lesquelles je ne suis pas sûr qu'il soit préparé un ground and pound sauvage comme Spivak est capable de procurer ou d'administrer au sol. Après, forcément, il n'aura jamais le ground and pound de Spivak, parce que Spivak, c'est sa spécialité, c'est ses game plans. Cyril, il est basé sur le striking. Après, il a eu un camp d'entraînement assez complet. Je sais qu'ils ont démarré assez tôt. Donc, j'espère que ça a apporté ses fruits. Donc, il n'y a pas de doute sur ça. Hein. Maintenant, voilà, quand on prend les deux carrières, qu'on a analysé tous les styles, c'est ce qu'il en ressort. En tout cas, pour ma part, Nico. Après, en plus, tout à l'heure, tu parlais de... je sais plus ce que tu disais. Quand je regardais l'interview sur RMC là, de Spivak, on sait que c'est quelqu'un qui a baigné dedans. Je crois que depuis qu'il a 7 ans, il a touché au sambo, au judo, au jiu-jitsu. Donc, c'est quelqu'un d'assez complet. Et en plus, je sais que ces derniers temps, il avait eu un changement de team. Et c'est de là qu'il a su trouver son style. Depuis qu'il a rejoint comment il s'appelle, l'entraîneur de Ngannou, Eric Nicksick. Oui. Depuis qu'il a rejoint Eric Nicksick. Là, encore une fois, une longue histoire de rivalité, parce que c'est aussi l'entraîneur de Sean Strickland. Ouais. Donc, grosse rivalité entre le MMA Factory et cette team-là. Extrême Couture, il me semble que c'est. C'est ça, c'est Extrême Couture. Donc, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, on va quand même finaliser ce podcast avec un pronostic, Nico. Ouais, pronostic. Alors, mon pronostic du cœur et du cerveau, c'est Cyril. Pourcentage, je vais donner un pourcentage sur ce pronostic. Je vois Cyril s'imposer à 60%. Tu vois, c'est un match 60-65%. C'est un match qui est compliqué, mais sur lequel Cyril pourrait potentiellement faire une masterclass. Je dirais que c'est un match clé dans la carrière de Cyril, parce que pour la première fois de sa carrière, il redescend au classement. Il affronte quelqu'un qui est moins bien classé que lui. Dans cette redescente au classement, il a une chance de prouver qu'il peut battre des grappleurs, il peut battre des lutteurs. Si jamais le scénario inverse se produit, c'est extrêmement dangereux
pour la suite de sa carrière. Et Parce malheureux- que Ouais, excuse-moi. on a numéro 1 contre numéro 8. En tout cas, je pense que ce serait un vrai pas en arrière par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Ouais, et malheureusement, Nico, même s'il venait à gagner, bon après ça dépend de la manière, je ne sais pas en tout cas si aux yeux du grand public il aurait réellement coché une case. Parce que là, jusqu'à présent, il n'a pas réellement, on va dire, battu de grosses têtes. La seule grosse tête qu'il a eue de Spivak, c'était Thomas Pinal. Thomas Pinal, il a nullifié en... Derek Lewis, quand même. Moi, personnellement, j'ai jamais été... bon, ça reste dangereux. Ça Oui. reste dangereux, mais en plus, surtout, le Derek Lewis qu'il a pris, il était sur certaines défaites consécutives. Alors ça, tu je suis vois. d'accord. Mais si tu valorises la ceinture de Cyril contre Derek, tu es obligé de valoriser Effectivement, je suis d'accord. l'opposition de... Après, c'est une KT qu'on sait qui n'est pas non plus extrêmement fournie au plus haut niveau. Le top 5, oui, solide, fort. En dehors du top 5, moins fort quand même. Il y a une vraie différence de niveau. Mais il a battu Greg Hardy, il a battu Tai Tuivasa, Ouais. que tu disais qui était la meilleure performance de Cyril Gane. Et il a battu Derek Lewis. Donc quand même, il a des noms à son palmarès. Et il a même, il me semble, une victoire contre... Effectivement, il n'est pas tout jeune, mais Olej quelque chose, un spécialiste du sol. C'est Olenik. Voilà. Ouais. Et en Je ne fait, me permettrai pas de dire son nom en entier. ça va, on n'écorche pas trop les noms, nous, par rapport à Mika. Et en plus, ça, pour finir, après, je vais faire mon pronostic. Il y a Thomas Pinal qui sera présent. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir minimiser les phases de lutte de sol pour pas trop s'exposer, surtout en cas de victoire. Voilà. Comme ça, au moins, il y aura ce point d'interrogation. On pourra dire, OK, Cyril, il a progressé depuis sa dernière défaite contre John Jones. Donc, il y aura, on va dire, un petit inconnu pour ses adversaires. Alors que si là, il se fait emmener trop facilement au sol et qu'il y a des grosses fois et qu'il finit par s'imposer quand même, ça va être quand même dangereux pour la suite. Surtout que là, il y a Jelton Almeida qui arrive, il y a Curtis Blade qui est déjà là, et il y a Thomas Pinal qui veut vraiment la tête de Cyril. Donc, j'espère et je vois vraiment un TKO de Cyril dans le round 1, voire le round 2. Et j'espère qu'on ne se trompe pas, Nico. Ouais, je rejoins ce pronostic. Pour ma part, moi aussi. Donc, voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nico, c'est tout pour nous. Merci à toi. Boulox, merci beaucoup. Yes, et on se voit à la prochaine. À très bientôt. Salut.